En 2005 se met en place la plus grande zone de libre-échange au monde. Alors sera-t-elle concurrente de l'Union européenne ou rivale future de la Chine? En tout cas, ce projet, qui a été lancé dans les années 90 par les États-Unis, suscite plus d'opposition que d'adhésion. Ce projet, on le voit sur la carte, va de l'Alaska à la Terre de Feu. Il se nomme Zone de libre-échange des Amériques et concerne l'ensemble du continent américain. 870 millions d'habitants dans une zone produisant 40% du revenu brut mondial. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Avec le retour de la démocratie en Amérique latine dans les années 80, puis du dynamisme économique dans les années 90, plusieurs tentatives d'intégration régionale ont été développées. On peut les rappeler si on regarde du sud au nord. Le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine créent en 1991 le Mercosur, le marché commun du Sud. Son objectif, c'est la mise sur pied d'une union douanière entre les pays fondateurs. En 1996, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie et le Venezuela transforment le pacte andin en Communauté andine des nations, CAN en abrégé, pour s'engager dans une intégration plus poussée. En Amérique centrale, qui avait été appauvrie par les guerres civiles des années 1980, le retour à la paix réactive le MCCA, le marché commun centra-américain, avec la signature en 1993 d'un nouvel accord de libre-échange. Dans les îles Caraïbes, maintenant, le marché commun de la Caraïbe, le CARICOM, a adopté en 1991 un tarif extérieur commun. Et puis au nord, on se souvient de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, signé le 1er janvier 1994 entre États-Unis, Canada et Mexique. Il concerne les biens, les services et les investissements. En fait, l'ALENA pour les États-Unis n'était qu'une étape, puisque en 1998 commencent les négociations devant ouvrir une zone de libre-échange pour tous les États américains, à l'exception de Cuba, toujours sous embargo américain, car toujours sous le régime de la dictature castriste. Les négociations devraient être finalisées en 2005 et concernent notamment l'accès au marché, les investissements, l'agriculture, les subventions et la politique de concurrence. Or, on s'aperçoit que la création de cette zone de libre-échange des Amériques, je l'appellerai ZLEA, ne fait pas l'unanimité, ni à l'intérieur du continent, ni à l'extérieur. Alors entrons un peu dans le détail avec au moins 3 grandes interrogations. D'abord, cette zone est très déséquilibrée. Songez que le Brésil, qui est le poids lourd du continent sud-américain, fait 7% du PIB de la zone, et les États-Unis à eux seuls 75% du PIB de la zone. Ensuite, la zone associe des pays très riches au nord à des pays en développement au sud, où vivent 80 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. L'expérience récente de l'ALENA a montré que ce type d'accord pouvait largement dynamiser les échanges entre les partenaires, mais pour le partenaire le plus pauvre des trois, c'est-à-dire le Mexique, en fait, l'accord s'est payé d'un coût social et économique important. Deuxième interrogation, le dossier agricole. C'est un secteur évidemment vital pour les pays d'Amérique latine qui cherchent à avoir un large accès au marché nord-américain. Or, les États-Unis, dans un Farm Bill de mai 2002, ont augmenté les crédits à l'exportation pour leurs agriculteurs et envisagent d'appliquer leurs règles sanitaires aux produits agricoles sud-américains, ce qui les disqualifierait et protégerait le marché des États-Unis. Alors évidemment, une telle hypothèse réduit les avantages de la nouvelle zone de libre-échange pour les pays du Sud. Troisième interrogation, peut-on intégrer des pays dont la stabilité politique n'est pas garantie? Comme par exemple en Haïti, où la crise politique a provoqué le départ du président Aristide début 2004, au Venezuela, gros producteur de pétrole, mais qui est plus instable depuis l'élection de Hugo Chavez, ou bien en Colombie, dont l'instabilité est entretenue par le trafic de drogue ou les milices ou la guérilla des FARC, ou encore en Bolivie et Équateur, où les gouvernants ont été renversés sous la pression des populations d'origine indienne, je vous en ai déjà parlé. Ce qui fait qu'en résumé, on a d'un côté des pays favorables à la ZLEA parce qu'ils sont très liés économiquement aux États-Unis, c'est le cas du Mexique, du Canada, membre de l'ALENA, ou bien du Chili, qui a signé en 2003 un accord de libre-échange avec Washington. Favorable aussi à la zone les États d'Amérique centrale,
ou l'Équateur qui a adopté le dollar comme monnaie interne, ou bien les pays des Caraïbes qui attendent de cette zone de libre-échange un accès facilité au marché américain. Et de l'autre côté, on trouve des pays nettement moins favorables à la zone. Ce sont les pays du Mercosur, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay. Ils sont moins dépendants économiquement des États-Unis. Leurs exportations vers le marché nord-américain sont sous la barre des 20% de leurs exportations totales. Et ils considèrent la nouvelle zone de libre-échange peut-être comme une opportunité de croissance, mais avant tout comme une menace, puisqu'elle pourrait conduire à la disparition du Mercosur. Or, pour ces pays fondateurs, le Mercosur n'est pas seulement une zone de libre-échange. C'est un projet qui vise à l'apaisement des tensions dans la région par la mise en place de la libre circulation des biens et des personnes.